poursuivre sur la séance de la dernière fois. Donc, on a parlé d'application, on a parlé de ce que c'était que composer des applications, d'accord. Donc c'est le rond entre deux applications, hein, entre F et G, F et G, ça veut dire qu'on compose G par F, d'accord. Et du coup, une petite parenthèse, si j'ai envie de dire, sur les fonctions composées, c'est comment on dérive les fonctions composées. Alors on a vu la formule cette année, je vous ai pas donné la formule, si je vous ai donné la formule du cas général dans le premier chapitre, et ben là on va l'aborder, d'accord, sans la démontrer. Donc ce qu'on vous dit c'est que soit U, une fonction qui va de I dans J, et V, une fonction qui va de J dans K, d'accord. U, I, J et K, alors IJ vont être des intervalles, et K va être un intervalle, une union d'intervalles, peu importe où est-ce que l'ensemble d'arrivée, peu importe ce que est l'ensemble d'arrivée finalement. Là, ça va pas nous intéresser. Par contre, le fait que IJ soit des intervalles, c'est très important. Alors la fonction U rond V, enfin U et V sont des fonctions dérivables, hein. Elles sont définies dérivables sur des intervalles logiques. Alors la fonction U rond V, elle est également dérivable sur I, et pour tout x, pour tout réel x de l'intervalle I, eh bien U rond V prime en x, c'est la composée de U' avec V, pris en x, multiplié par la dérivée de V, V' de x. D'accord. Alors, on va aborder cet exercice 5, on va faire la première question ensemble, puis je vous laisserai faire la suite seul. Alors, première question. Vous pouvez déterminer la dérivée de la fonction f définie sur r privé de moins 1,5 par f de x égale cosinus de x moins 1 fois 2x plus 1. Alors déjà, il faut voir comment se compose f. Si j'ai envie de dire. F de x, c'est cos de x moins 1 sur 2x plus 1. Et donc, on voit bien, on sent bien que là, il va y avoir une histoire de fonction composée, d'accord. Donc, l'idée, c'est de se dire, quand je pars de x, quelle va être la première fonction u que je vais appliquer? Et bien ici, si c'était cos qu'on applique en premier, dans l'expression là, on aurait cos de x, du coup, puisque l'image de x par exemple cosinus, c'est cosinus x. Alors ici, on n'a pas cosinus x, on a cosinus de un truc. Et bien, ce truc-là, c'est l'image de x par la fonction u, en fait, finalement. D'accord. Donc en fait, la fonction u, à x, elle associe le réel. X moins 1 sur 2x plus 1. Et ensuite, à cette fonction-là, on lui associe une fonction v, ce qui va nous donner la fonction f, c'est-à-dire cosinus x moins 1 sur 2x plus 1. Alors, quel est l'intérêt de faire cette chaîne de composition? C'est comme ça qu'on va appeler ça. Parce que f va être égal à u et v. Et ici, il faut identifier u et v pour pouvoir calculer la dérivée de f. Donc ici, on va poser u de x égale x moins 1 sur 2x plus 1. Et v de x, et bien c'est cosinus x. Alors pourquoi j'ai pas mis cosinus de x moins 1 sur 2x plus 1? C'est parce que, si vous voulez, v à grand x, elle va associer cosinus de grand x, d'accord? Donc la fonction v, telle que j'ai envie qu'elle soit, c'est bien la fonction qui a x associé cosinus x. Donc maintenant, j'ai besoin de dériver. Alors, si c'est alors ici v, f pardon, c'est pas u rond v d'ailleurs. F c'est pas u rond v, c'est v rond v.
que c'est U qu'on applique en premier et V qu'on applique en deuxième, donc on part de la droite vers la gauche. Si vous écrivez V, U rond V, c'est V que vous appliquez en premier, parce que X vient ici. Donc ici c'est bien U que vous appliquez en premier puis V. Et donc F' de X, ça va être V' rond U de X fois U' de X. Alors, ici, on a besoin de G', on a besoin de U'. Donc, on va avoir besoin de dériver ces deux fonctions. Alors, la dérivée de V, on va la régler très vite. G' de X, c'est moins sinus X. Et la dérivée de U, voilà, c'est de la forme, j'ai envie de dire, grand U sur grand V. Donc, là, moi, je vais vous donner directement l'expression. Ça fait U' de X va être moins 1 sur 2x plus 1 quart. Et du coup, eh bien, f' de x, on va remplacer. Je vais régler le cas de u' de x, donc je vais le mettre directement ici, 1 sur 2x plus 1 carré. Et v' rond u, ça veut dire que je vais prendre l'image de ça par la fonction v', c'est-à-dire que ça fait multiplier par moins sinus de x moins 1 sur 2x plus 1. Donc ça fait sinus, pardon, 1 sur 2x plus 1 au carré fois le sinus de x moins 1 sur 2x. Alors, dans la deuxième question, on a la question qui tend, on va demander de dériver la fonction f qui a x associé x carré plus 1 sur x moins 1 pour tout réel x différent de 1. Alors, bah, f est de la forme u sur v, hein, donc on pose u de x égale x carré plus 1, u de x égale x moins 1, et on obtient u' de x égale 2x, et v' de x égale 1. Donc pour tout réel x différent de 1, la dérivée f' de f, ça va être u'v, donc 2x x moins 1, moins v', donc 1 x carré plus 1 sur v de x au carré. Alors je vous passe les détails des calculs, ça fait x au carré moins 2x moins 1 au numérateur et au dénominateur x moins 1 au carré. On vous dit ensuite dans la question petit b, en déduire la dérivée des fonctions g et h définies respectivement sur r' de 1 et r' de 1 et moins 1 par g de x égale x plus 1 sur racine de x moins 1 et h de x égale x puissance 4 plus 1 sur x carré moins 1. Alors, en fait, il faut voir g et h comme des composés de deux fonctions. On va essayer de voir ça. G de x, c'est x plus 1 sur racine de x moins 1. C'est aussi racine de x au carré plus 1 sur racine de x moins 1. Pourquoi j'écris ça? Parce qu'en fait, on remarque que c'est quasiment cette expression-là. Sauf qu'à la place du x, j'ai mis racine de x. Donc en fait, ça a l'air d'être la composée de la fonction f avec la fonction racine carrée prise en x. D'accord? Donc pour dériver cette fonction de manière directe, eh bien, pour tout x différent de 1, donc pour tout réel x différent de 1, eh bien, g' de x, d'après la formule qu'on a vue, qu'on a abordée juste avant, c'est f' au rond racine carrée fois racine carrée prime pris en x. Alors,
Du coup, f', on l'a calculé, et à la place de x, on va lui mettre racine de x, c'est-à-dire que là, on va avoir racine de x au carré, moins 2 racine de x, moins 1, sur racine de x moins 1, et tout au carré, multiplié par la dérivée de la fonction racine carrée, qui est 1 sur 2 racine de x. Donc ça fait x moins 2 racine de x moins 1 sur 2 racine de x moins 1 au carré. h de x, c'est x puissance 4 plus 1 sur x carré moins 1 pour trouver x différent de 11. Alors, ce qu'on remarque, c'est que x puissance 4, c'est x carré au carré. Donc ça fait x carré au carré plus 1 sur x au carré moins 1. Et en fait, on remarque que c'est la composée de la fonction f avec la fonction carré prise en x. Donc du coup, pour dériver h', pour tout réel x différent de moins 1 et 1, h' de x, ça va être f' de x au carré multiplié par 2x, qui est la dérivée de la fonction carré. Donc ça fait 2x multiplié par x puissance 4 moins 2x carré moins 1 sur x au carré moins 1 au carré. Ce qui fait donc 2x puissance 5 moins 4x puissance 3 moins 2x sur x au carré moins 1 au carré. Donc cette fois-ci, on va parler, on a vu les applications, ce que c'était, on a vu comment on les composait. Là, on va voir certains types d'applications. Il y en a une d'ailleurs qui va vous faire, qui va normalement faire écho à quelque chose que vous avez déjà vu cette année. On va parler d'applications injectives, surjectives et bijectives. Donc on va parler d'injection, de surjection et de bijection. Alors pour ça, on va prendre f, une application, une fonction, c'est presque synonyme, d'un ensemble E dans un ensemble F. On va supposer que E et F soient non vides. Non vide veut dire qu'il y a au moins un élément dedans. D'accord? Il n'y a pas personne dedans. Et bien on dit que F réalise une injection entre E et F si, quand vous prenez n'importe quel x1 et n'importe quel x2, qui sont deux éléments de E, eh bien f de x1 égale f de x2 implique que x1 égale x2. Ça veut dire que deux nombres, s'ils ont la même image, alors ils sont égaux. Tout simplement. On dit que f est une surjection, ou réalise une surjection sur E, si, quand vous prenez n'importe quel élément y de f, eh bien il va exister au moins un x de E, tel que f de x est égal à y. C'est-à-dire que chaque élément y, il admet au moins un antécédent par l'application f. D'accord? Et on dit que f est une bijection sur E, si f est à la fois une injection et une surjection. En fait, c'est-à-dire que si votre application, pour chaque élément, elle admet au moins un antécédent, chaque élément y de l'ensemble d'arrivée, elle admet au moins un antécédent dans l'ensemble de départ, et qu'en plus, eh bien pour chaque élément de l'ensemble d'arrivée, vous avez un unique antécédent pour l'ensemble de départ, bah à ce moment-là, on dit que f est bijectif. D'accord? On va voir comment on le démontre ça un peu plus tard. Alors là, on va relier les points. D'accord? On va relier les points, ils sont déjà reliés. On donne ci-dessous un diagramme d'application. Donc c'est l'application F, qui a l'ensemble E qui est composé de 1, A2, A3, A4, fait correspondre l'ensemble F qui est composé de B1, B2, B3, B4. Cette application-là, est-ce qu'elle est injective, surjective, ou bijective? Alors, ce qu'on remarque, c'est que on a
f de A1 qui vaut B4, f de A2 qui vaut B2, f de A3 qui vaut B4, et f de A4 qui vaut B1. Alors, ce qu'on remarque déjà, c'est que cette application-là, elle est clairement pas injective. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a f de A1 égale f de A3, et pourtant, c'est ça qui est important, et on a bien A1 qui est différent de A3, d'accord? Parce que c'est pas le même élément. Donc du coup, ici, A1 et A3 sont pas le même élément. Donc en fait, ici, le fait que f de 1 égale f de 1, 3 n'impliquant pas que A1 est égal à A3, et bien ici, f n'est pas injectif. F n'est pas surjectif non plus, parce que si vous choisissez n'importe quel élément de l'ensemble F, vous ne pouvez pas lui trouver au moins un antécédent. Je prends par exemple l'exemple de B3. B3, pour B3, il n'existe pas de AI appartenant à E tel que f de AI égale B3. D'accord? Puisqu'en fait, quand on remarque, il n'y a pas de flèche qui va vers B3. D'accord? B3 est un élément un peu isolé. Donc du coup, elle n'est pas surjective non plus. Donc cette application F, elle n'est ni injective, ni surjective. L'application G ici, eh bien, on va écrire G2A1, G2B, G2A2, etc. Donc G2A1, à 1, on lui associe l'élément B3. G2A2, c'est B1. G2A3, c'est B4. Et G2A4, c'est B2. Alors ce qu'on remarque, c'est que si je prends deux éléments de l'ensemble d'arrivée qui sont égaux, par exemple B4 et B4, eh bien B4 il a un seul antécédent, donc on a forcément A3 égale à 3, par exemple, d'accord? Et ça marche pour n'importe quel BI que vous prenez dans grand F. Donc du coup cette application est clairement injective, d'accord? Pourquoi elle est surjective? Parce que chaque élément BI de l'ensemble grand F, on peut lui associer au moins un élément de l'ensemble E, d'accord? Et en fait on lui en associe même un seul. Alors, l'injectivité, en fait, ne se démontre pas de cette manière. En fait, nous, la définition qu'on a, c'est la définition classique, c'est-à-dire, on prend deux éléments de l'ensemble d'arrivée. S'ils sont égaux, alors leurs antécédents sont égaux. En fait, on fait plutôt la contraposée. Alors, qu'est-ce que c'est que la contraposée? Quand vous avez une matrice, si A, alors B, eh bien, sa contraposée, c'est si non B, alors non A. D'accord? Et en fait, si vous écrivez la contraposée de la définition de l'injectivité, en fait, ça prend beaucoup plus de sens. C'est beaucoup plus facile à démontrer. C'est pour ça qu'en fait, on utilise très généralement en fait la contraposée de la définition plutôt que la définition directement. D'accord? Alors, si on l'écrit, cette contraposée, c'était pour tout x1, x2 appartenant à E, f de x1 égale f de x2, implique x1 égale x2. Grosso modo, si je le dis en français, c'est si f de x1 égale f de x2, alors x1 égale x2. Eh bien, la contraposée, ça va être pour tout x1, x2 élément de E, pas ça, donc x1 différent de x2, implique pas ça, c'est-à-dire f de x1 différent de x2. Et en fait, on comprend tout de suite ce que c'est qu'être injectif, c'est-à-dire que quand vous prenez deux éléments distincts, leurs images sont distinctes. Et quand on regarde sur le diagramme de l'exercice 2, quand vous prenez deux éléments distincts, A1 et A2, et bien leurs images, B1 et B3 sont distinctes. Vous prenez A1 et A3, leurs images sont encore distinctes. Vous prenez A1 et A4, leurs images sont encore distinctes. Vous prenez A2 et A3, leurs images sont distinctes, etc. Vous faites ça avec tous les couples de AI possibles. Et en fait, à chaque fois, vous trouvez que les images sont distinctes. Donc,
l'application G ici est injective.